Lacan, nous et le réel, 85e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Bien, nous allons poursuivre un peu nos investigations sur les paradoxes de la jouissance et essayer d'arriver jusqu'à cette notion complexe pour la psychanalyse, enfin complexe, disons, pour ceux qui confondent le sujet de la philosophie et le sujet de la psychanalyse. Puisque, bien sûr, il ne s'agit pas du même sujet. Le sujet de l'inconscient ne se donne pas de la même manière que le sujet tel qu'il apparaît depuis son origine, c'est-à-dire hypokémon, jusqu'à son exégèse foucaldienne avec l'herméneutique du sujet. Le sujet de l'inconscient, le sujet freudien, donc, eh bien ce n'est pas ça. Et nous allons essayer, par ces paradoxes de la jouissance que nous avons abordés la dernière fois, de parvenir jusqu'à l'émergence, ou peut-être même la naissance du sujet. Je vais revenir sur un petit texte de Lacan qui va nous permettre d'introduire et de faire le lien entre le séminaire 84, en tout cas la fin du séminaire 84, et puis celui-ci. Problème de la jouissance, en tant qu'elle est quelque chose qui se présente enfoui dans un champ central, avec les caractères d'inaccessibilité, d'obscurité, d'opacité, et pour tout dire, de champ cerné d'une barrière qui en rend l'accès au sujet plus que difficile, inaccessible peut-être, pour autant que la jouissance se présente non purement et simplement comme la satisfaction d'un besoin, mais comme la satisfaction d'une pulsion, au sens où ce terme nécessite toute l'élaboration complexe qui est celle que j'essaye ici d'articuler devant vous. Bien, les choses sont posées, donc vous vous souvenez que ce qui nous a permis de faire la différence entre le semblable et le prochain, puisque évidemment quand nous entendons la parole qui tient lieu de loi d'une certaine manière dans nos sociétés dites occidentales, mais qu'on dirait plutôt occidentées, c'est le fond chrétien qui reste de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Or, le prochain, évidemment, ce n'est pas le semblable, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et la différence se fait, je vous le rappelle, dans le fait que le semblable, c'est mon image en miroir, c'est-à-dire l'autre que je considère comme un petit autre, comme le même que moi-même. Mais ipse, disait Lacan, en revenant sur Saint-Augustin. Donc, le prochain, lui, il est marqué d'un abîme, puisqu'il n'est pas seulement l'autre en miroir, il est l'autre dans sa radicale altérité qui me convoque à la radicale altérité que j'ai avec mon propre sujet. Donc quelque chose qui se place dans une troisième dimension. Nous ne sommes plus dans une dimension purement spéculaire de l'autre en miroir, que je crois connaître, puisqu'en gros il devrait être comme moi, penser comme moi, etc. Alors que l'altérité radicale induit ce troisième terme qui est tout simplement le grand autre, en tant qu'il est le lieu des signifiants. Nous avons vu qu'il y a une barrière, que cette barrière elle est marquée par le principe de plaisir, qui fonctionne avec le principe de réalité pour maintenir l'expérience humaine dans un certain champ qui protège du réel. Mais le réel est toujours prêt à surgir, bien sûr. Donc, cela nous amène à considérer le désir, qui est, je vous le rappelle, marqué par le champ du signifiant. Puisque le désir, c'est une désinence du dire, et le désir commence avec le fantasme qui est lui-même pris
dans le signifiant. Pour que le bébé puisse s'imaginer téter et obtenir une satisfaction substitutive par rapport à un besoin, qui est un besoin de nourriture, de nourrissage, qu'il ne peut pas atteindre, et qu'il y trouve son compte et plus que son compte, c'est déjà un effet du signifiant. Nous allons y revenir tout à l'heure, justement, par rapport à la manière dont ces choses-là se mettent en place dans l'expérience phénoménologique, mais qu'on retrouve par la clinique, dans la mesure où la manifestation de cet écart entre la pulsion et le besoin que Lacan vient de souligner là, eh bien, elle se manifeste dans les contradictions internes au sujet de vouloir quelque chose et d'en faire une autre, d'être toujours divisé et une lutte. Il est le lieu même d'une lutte, le sujet, entre le fait de se maintenir dans un champ d'expérience qui le retient entre son principe de plaisir et son principe de réalité, et le désir qui pointe en tant que la subversion est toujours de l'ordre du désir, plutôt le désir est toujours de l'ordre d'une subversion, et qui l'entraîne à aller au-delà d'une certaine barrière pour se confronter à l'appel de cette jouissance qui est au-delà du principe de plaisir et de réalité, mais qui est bien sûr létale. Donc, Lacan dit quel est celui qui, s'avançant vers sa jouissance, ne marque pas un point d'arrêt, ne freine pas par rapport au fait que ce que nous savons, c'est que ce qu'il y a dans cet au-delà est aussi attirant, aussi incroyablement attractif pour nous, qu'il est repoussant, parce qu'il est létal. Il y a quelque chose qui signifie notre mort dans cet au-delà. La jouissance est de cet ordre-là. Donc, ce qui donne l'ouverture de l'appareil psychique entre le principe de plaisir, qui est, je vous le rappelle, un retour au calme, et la possibilité de cet appareil psychique, en tant qu'il est dominé par ce principe de plaisir, lui, va dans le sens de flamber, du plaisir à la jouissance, alors que le plaisir lui-même est une limitation de la jouissance. Donc on voit que nous naviguons en plein paradoxe, et que, gouverné par ce principe de plaisir, principe de réalité qui n'est que la manière de moduler et modérer temporellement ce plaisir, nous tient dans le fait de nous situer en deçà d'une certaine limite, et nous devons passer la barrière. Passer la barrière, ça ne veut pas dire, bien sûr, se vautrer dans la jouissance, puisqu'on l'a vu, y accéder, c'est d'une certaine manière létal, que ce soit une mort réelle par rapport à une mort symbolique, mais c'est surtout une manière de ne plus pouvoir revenir dans le champ de l'expérience humaine à proprement parler. Donc nous sommes soumis à des variations d'intensité dans ces champs-là, qui sont des champs énergétiques, qui nous amènent à nous questionner sur la manière dont nous fonctionnons dans le monde. Les énonciations de Freud emploient des termes bien frappants, dont le premier est le terme de eingeschoben. L'objet se glisse là-dedans, passe quelque part. C'est le même mot qui sert dans la Verschiebung, désigne le déplacement. L'objet, dans sa fonction essentielle, est de ce quelque chose qui se dérobe dans le niveau de saisie qui est proprement le nôtre, et là, comme tel, pointé. D'autre part, il y a à ce niveau l'opposition expresse des deux termes Äußeres, externe, extérieur, et Inneres, intérieur. Il est précisé que l'objet, sans doute, est à situer Äußeres, dans l'extérieur. Mais d'autre part,
que la satisfaction de la tendance ne trouve à s'accomplir que pour autant qu'elle rejoint quelque chose qui est à considérer dans l'inneres, l'intérieur du corps. C'est là qu'elle trouve sa Befriedigung, sa satisfaction. Comment ce principe de plaisir fonctionne lui-même à travers nous? C'est là où il nous faut un minimum d'humilité, puisque si nous sommes dans l'idée d'une maîtrise de ces processus, évidemment, il nous reste absolument inabordable. Le plaisir, tout d'abord, on va partir de choses simples, hein, c'est-à-dire le fait d'éprouver un plaisir. Éprouver un plaisir, ça peut être scindé en deux registres qui sont pas forcément corrélés a priori. C'est-à-dire, par exemple, manger quelque chose peut nous faire éprouver un plaisir fort. Donc on a ce plaisir qui est lié à une sensation immédiate, par exemple. Imaginez la petite Anna Freud qui demande des fruits rouges, des fraises et des framboises, et qui, n'en ayant pas, va en rêver du signifiant. Eh bien, l'expérience, si elle avait eu accès à cette expérience, on voit des tas d'images là où des enfants se régalent, notamment avec des fruits rouges, où ils s'en mettent partout. Il y a quelque chose de l'ordre d'un plaisir qui est lié à l'expérience immédiate, sensible, sensorielle de la chose. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que fait partie intégrante du champ de l'expérience quelque chose qui s'appelle le souvenir. Et ce souvenir-là va nous amener assez loin, puisque ça va nous ramener à une notion qu'on retrouve dès 1895 chez Freud et qui s'appelle le frayage. Le frayage, c'est une manière de rendre compte d'un passage qui se fait, alors lui parle d'une certaine énergie psychique, et qui va utiliser certains canaux pour le faire. Et le frayage, c'est utiliser les mêmes canaux pour faciliter le passage et fluidifier cette distribution de l'énergie qui, je vous le rappelle, s'articule entre une énergie qui va provoquer une motricité, une motilité chez l'enfant, et la part qui n'est pas utilisée dans cette motilité et motricité va revenir vers le système de perception-conscience pour agiter quelque chose de l'ordre de ce que le moi va venir contraindre, c'est-à-dire limiter en instaurant une première peau là dans cet excès d'énergie, et le moi va permettre de limiter donc la jouissance pour maintenir le système dans un certain état de plaisir, ce plaisir étant une limitation de la jouissance. Donc nous sommes toujours pris dans quelque chose qui possède en quelque sorte son propre contrôle. Par exemple, un arbre qui pousse, justement, il pousse d'une certaine manière, donc il y a une pulsion, poussée, qui va faire que la branche va se développer. Et à un certain moment, la gravité fait que une branche qui pousse à certains côtés va générer autre chose, une tendance, justement, à contrebalancer par une autre branche de telle manière que se tienne un certain équilibre. Alors cette espèce de métaphore végétale nous permet de comprendre que dans tout système, en fait, il y a une poussée, il y a quelque chose qui pousse, et puis il y a quelque chose qui contrôle en quelque sorte cette poussée. Et on peut dire que la force de contrôle, on peut l'appeler tendance, c'est-à-dire que ça fait partie du système, mais c'est un système qui est un contre-système. On va retrouver ça, et on va appeler ça, par exemple, l'entropie. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est l'exemple que je cite souvent, au départ, l'université est censée
être un lieu où se dispense un certain savoir universel. Puis, le système d'entropie va faire qu'il y a une dégradation de l'intention première, en quelque sorte, qui va faire que l'université va devenir un lieu où l'on forme des universitaires et que les universitaires vont représenter un certain pouvoir par rapport à leur savoir, justement. Et au point où le système devient malade, on peut dire, quand l'intention première a été pervertie. D'ailleurs, c'est le sens propre de la perversion, c'est-à-dire servir un autre but que celui qui est le but originel. Et aujourd'hui, on peut dire que l'université, par exemple, c'est plus le lieu d'acquisition et de transmission du savoir, mais c'est plutôt une antichambre du pouvoir où le politique va se servir d'un certain type de savoir, qui est essentiellement ce S2, là, qui est le savoir universitaire, pour asseoir un certain pouvoir. Donc, d'une certaine manière, ces notions-là, ce sont des notions complexes qu'on va retrouver, on va essayer d'en retrouver la trace à l'origine par rapport à, disons, une petite phénoménologie de notre propre perception, qui est en rapport direct avec la clinique. C'est-à-dire comment, dans l'histoire de chacun, d'une certaine manière, il y a la mise en place de quelque chose qui, censé nous protéger au départ, ben ça on le voit tout le temps, hein, notamment ces 4 dernières années, où dès que vous avez le mot protection, hein, pour vous protéger, etc., vous êtes sûr que derrière, il y a une volonté de vous contrôler. Hein. Donc, on voit qu'il y a une dégradation à chaque fois de tous les principes tels qu'ils s'originent et qui sont minés par un système mineur, second, qui détourne le principe majeur de son but premier. Je veux vous faire entendre bien ce dont il s'agit, où va nous conduire notre recherche. C'est que c'est au lieu même où votre habitude mentale vous indique de chercher le sujet, ce quelque chose qui, malgré vous, se profile comme tel, comme sujet, à la place où, par exemple, Freud indique la source de la tendance. Enfin, là où il y a, dans le discours, vous articulez comme étant vous, là où vous dites je, c'est là, à proprement parler, que, au niveau de l'inconscient, se situe petit a. À ce niveau, vous êtes petit a l'objet, et chacun sait que c'est là ce qui est intolérable, et pas seulement au discours lui-même, qui après tout le trahit. Donc, revenons à notre exemple du plaisir qui est lié à un plaisir basique, hein, le plus basique du monde, hein, puisque c'est comme ça que le premier principe de plaisir va être activé pour l'être humain, le fantasme de téter le sein de la mère alors qu'elle n'est pas là. Hein, ce mode-là, disons, hallucinatoire, d'halluciner quelque chose qui n'est pas là, c'est la manière dont le sujet entre dans le fantasme étant la porte d'entrée du désir, et le désir lui-même étant donc quelque chose qui gouverne de manière paradoxale le principe du plaisir. Hein. Paradoxal parce que le désir est une limitation de la jouissance, mais le principe de plaisir, lui, il a à l'intérieur de son propre système une branche qui envoie par l'intermédiaire donc de ce désir le sujet au devant d'une jouissance qui va au-delà de ce qu'il est capable de supporter. Donc on l'a vu la dernière fois, le paradoxe de la jouissance, c'est quelque chose dont le sujet ne peut pas se départir puisqu'il est à peine rentré sous les raies du désir. Le désir, je vous rappelle, c'est la loi. Hein.
Le désir, du moment que ça engage le langage lui-même entraîne la loi. Les commandements, c'est ça. Et donc le désir étant une désinence du dire, il y a de la loi. Et d'une certaine manière, le sujet ne peut pas échapper à la loi, puisque le désir fait la loi au sujet et le langage fait la loi du désir. Donc le bébé, même s'il n'en sait rien, il est déjà pris dans les raies du langage lorsque, par compensation, il va trouver un certain plaisir qui va jusqu'à la jouissance déjà de s'imaginer téter le sein de sa mère. Eh bien, ce plaisir-là qu'on va retrouver quand on va manger quelque chose. Par exemple, là, j'ai fait une petite période de jeûne et le fait de manger ne serait-ce qu'une tranche de pomme très fine provoque une sorte de plaisir très fort. Donc, ce plaisir, il est lié, bien sûr, d'une part à une expérience immédiate de la chose, la jouissance, comme dit Paul Valéry, qui fait que le plaisir se fond, enfin le fruit se fond dans la bouche, parce que la jouissance, il appelle ça aussi la fruition, et donc elle disparaît en moi. Donc il y a une sorte de jouissance là qui brûle l'aliment et qui fait que ce plaisir-là, qui est vécu à ce moment-là, peut nous faire oublier, mais pas tout à fait, malgré tout, qu'il y a une autre source de plaisir qui lui est corrélée et indissociable, qui est le souvenir. C'est-à-dire qu'on se souvient de certaines choses et on essaye de retrouver un plaisir déjà vécu. Et c'est là où les frontières se troublent, bien sûr, parce que on s'imagine avoir vécu quelque chose, on s'imagine retrouver un plaisir. Tout ça parce que, justement, la mémoire dont il est question là, elle est d'une part une mémoire qui est liée à un souvenir réel. Effectivement, la première fois où on a étanché une soif, par exemple, ce plaisir-là va se reconduire sous forme de mémoire. Donc, parmi le plaisir éprouvé, on a toujours cette dualité entre l'expérience sensorielle et le souvenir. Mais ce souvenir-là, le paradoxe, bien sûr, de cette mémoire, c'est que il existe même avant d'avoir été vécu, puisque, d'une certaine manière, il appartient déjà à l'espèce. Pour que l'enfant, le bébé, le nourrisson, puisse éprouver ce plaisir compensatoire de téter un sein imaginaire dans son rêve pour combler quelque chose et mettre fin à une certaine angoisse, il aura fallu au futur intérieur que cette notion-là soit déjà présente en lui. Donc cette mémoire-là, elle est déjà présente sous la forme d'une articulation signifiante. C'est là où on retrouve justement la limite jusqu'où nous pouvons aller. Donc la limite du refoulement, c'est l'Urverdrängt, c'est-à-dire le refoulement primitif. On ne peut pas aller plus loin que ça. Freud parle d'ombilique, ombilique du rêve. On peut aller jusque-là. La remémoration, c'est évidemment quelque chose que Freud a tout à fait forcé. Qu'il a forcé grâce au terme impression. Il supposait que dans le système nerveux, il y avait des choses qui s'imprimaient. Et ces choses qui s'imprimaient dans le système nerveux, il les pourvoit de lettres, ce qui est déjà trop dire. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'une impression se figure comme ce quelque chose de si déjà éloigné de l'impression qu'est une lettre. Parce que une lettre, il y a déjà un monde entre une lettre et un symbole phonologique. L'idée dont Freud porte le témoignage dans l'esquisse, en figurant par des réseaux
des réseaux. Bien sûr que ces réseaux, c'est peut-être ce qui m'a incité à leur donner une nouvelle forme plus rigoureuse. C'est-à-dire à faire de ces réseaux quelque chose qui s'enchaîne au lieu de simplement stresser. Et la pulsion, en tant qu'elle est elle-même, cet être de mythe grandiose par son indétermination, ou cet écho dans le corps du fait qu'il y a un dire, c'est lié bien sûr à une articulation signifiante. Donc nous voyons qu'il y a déjà une mémoire qui nous commande. Et cette mémoire-là, d'une certaine manière, elle fonctionne toute seule. C'est là où, justement, se place quelque chose de l'ordre d'un abîme, d'une faille entre nous et ce réel-là. Là, nous pouvons l'appeler réel, puisque on n'y accède pas. On n'y accède que sous une forme qui est presque théâtrale. C'est là où on retrouve quand même tout le génie de Platon, avec son histoire du monde des idées, parce que ce réel-là, qui est marqué par le signifiant, donc bien sûr que le signifiant, il a deux versants. Un versant symbolique, celui avec lequel quelque chose de l'ordre d'une matière que nous sommes, un être consistant qui est là, va se retrouver en rapport avec le signifiant. Donc le signifiant, il va être présent du côté de cet être-là. Mais il y a un autre côté du signifiant qui est réel, qui est un vide qu'on ne peut pas connaître. Et donc, comme nous sommes pris, nous, dans notre propre expérience phénoménologique, du fait d'éprouver un plaisir, nous ne pouvons pas ne pas, aujourd'hui en tout cas, après, disons, la découverte freudienne et le déploiement très circonstancié et très rigoureux qu'en fait Lacan, ne pas prendre en compte ce réel-là en tant que mémoire qui serait une articulation signifiante, inaccessible, donc on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc écoutez bien, parce que c'est là où ça se joue. Évidemment, le rapport qu'il y a entre le corps, cette espèce de corps jouissant, de matière agrégée et articulée déjà. On voit qu'elle est déjà articulée par le signifiant. C'est pour ça que on peut pas le considérer justement comme une matière inerte. Le problème de notre médecine, par exemple, c'est de considérer un équivalent entre un cadavre et un être vivant, puisque c'est basé sur l'anatomie. Or, un être vivant, c'est tout à fait autre chose qu'un être inerte. Parce qu'un être vivant, lui, subit des pressions à la fois entre ce qui est extérieur à lui-même, qui fait valoir une pression sur lui, et puis à l'intérieur de lui-même, il y a des pressions qui se font sentir à l'intérieur de lui-même, et donc qui modifient les processus, notamment, évidemment, le métabolisme et le système nerveux central, qui ont pour mission, justement, de faire avec ce réel-là. Or, nous sommes engagés dans une expérience qui fait tout pour nous faire oublier que, d'une certaine manière, notre réel est lié à une articulation signifiante inaccessible, ce qu'on a très longtemps appelé Dieu, par exemple, et qui gouverne des processus auxquels nous n'avons pas accès. Et il y a un écart entre ce que nous vivons dans notre monde quotidien, notre phénoménologie de la perception quotidienne, et ce réel-là en tant qu'il est inaccessible. Eh bien, c'est là que se place, sur cet abîme-là, que se place le sujet. Puisque le sujet, il est en même temps la coupure entre ce qui est vécu comme, disons, conscience de soi, Selbstbewusstsein, comme dit Hegel,
Mais la conscience de soi, c'est pas tout à fait la même chose que l'inconscient, bien sûr, hein, que le conscient comme zone de l'inconscient. Parce que il faut un pas de plus fait par Freud pour concevoir que le conscient, justement, n'est qu'une petite partie de l'inconscient. Donc, cette naissance de la conscience à partir d'un étang, hein, d'un étang là, comme dirait le philosophe allemand, d'un Dasein, d'un être là, cette naissance de la conscience, elle est anhistorique. C'est-à-dire, on ne peut pas y trouver une logique, une histoire, ou je ne sais pas quoi, elle est d'ordre purement mystique. Sauf pour l'enseignement psychanalytique, en tout cas Freud, Lacan. D'ailleurs, il n'y a que ça comme enseignement psychanalytique, hein. Le reste, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Si vous lisez et que vous travaillez sur Freud et sur Lacan et sur l'articulation de l'un à l'autre, les articulations internes aux deux, vous avez toute la trame, justement, de l'altérité, puisqu'il y a cette altérité aussi radicale entre la lettre juive et son déploiement à partir de ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire le passage de la mort du père à la mort du fils. Derrière tout ça, bien sûr, il y a cette puissance de mort qu'on appelle la pulsion de mort. Et cette pulsion de mort, elle est absolument indissociable de cette notion de sujet qui vient à la fois comme coupure entre les deux mondes, c'est-à-dire entre le monde purement du symbolique en soi, c'est-à-dire qui fonctionnerait comme une mémoire immémorielle, l'éternité des choses éternelles, qui se donne sur un plan purement langagier, et l'expérience quotidienne que je peux en faire. Le sujet, c'est à la fois la coupure entre ces deux, et puis c'est aussi la manière de relier ces deux, de créer un pont entre les deux, mais qui est un pont toujours évanouissant. Alors ça, on le retrouve dans une notion qui est extrêmement précoce dans l'histoire de l'humanité, et qui renvoie aussi à la manière dont nous appréhendons le réel aujourd'hui. C'est-à-dire très mal, puisqu'aujourd'hui, il y a, enfin, de manière, disons, dans le discours courant, il y a purement et simplement une évacuation du réel. Hein, l'informatique est la mise en coupe réglée de l'évacuation du réel. Sauf que c'est bien sûr passé à côté du fait que le réel, comme ça ne peut être ni symbolisé, ni imaginé, donc le réel étant inatteignable par la représentation, le réel va toujours revenir, foutre en l'air tout ça. Alors la psychanalyse, évidemment, c'est le contrepoint à cette espèce de folie qui consiste aujourd'hui à considérer par exemple l'informatique comme une science, et les espèces de prédictions de Bill Gates et de tous ces débiles mentaux qui se prennent pour des grands savants. Il paraît que Bill Gates, là récemment, on lui a dit mais qu'est-ce que vous intervenez dans le domaine de la médecine, des vaccins, vous n'y comprenez rien? Il dit bah oui, j'ai lu quelques livres. Donc il a lu quelques livres, et comme c'est le mec le plus riche du monde, ou un des deux, eh bien il va imposer ça au monde entier. What exactly makes you a computer engineer who didn't even program his initial product himself a valid representative of the pharmaceutical industry? I have read a lot of books about that yes, topic. But how does that... Wait a second. Voilà, c'est vraiment, ça s'appelle la folie pure, quoi. On vit dans un monde de folie. Or, la psychanalyse, c'est pas forcément d'essayer de réduire la folie, c'est essayer de faire avec un peu de réel. Et cette manière que les hommes ont eu à faire avec un peu de réel, c'est justement que ce signifiant oublié qui est le sujet, ce qui vient faire le lien entre cette mémoire, ce dire, ce dieu originel auquel on n'a pas accès, et notre expérience quotidienne, donc le sujet qui vient là-dessus, eh bien, Lacan en donne la définition suivante, c'est ce qui peut oublier. Le monde est radical. Il est radical à la constitution même de la subjectivité telle qu'elle nous apparaît par la voie de l'expérience analytique. Ce que, si vous le voulez, j'aimerais
énoncé dans cette formule, dès que ça se sait, que quelque chose tient au savoir réel, il y a quelque chose de perdu. Et la façon la plus certaine d'approcher ce quelque chose de perdu, c'est de le concevoir comme un morceau de corps. Voilà la vérité. Cette forme compacte, assise, est celle que l'expérience analytique nous donne et qu'elle introduit dans son caractère irréductible dans toute réflexion possible dès lors sur toute forme concevable de notre condition. Ce point, faut-il bien dire, comporte assez d'insoutenable pour que nous essayions en fait de le contourner, ce qui est sans doute à deux faces, à savoir que dans cet effort même, nous ne faisons que plus en dessiner les contours, mais que nous sommes toujours tentés, à mesure même que nous nous rapprochons de ce contour, de l'oublier, en fonction même de la structure que représente ce monde. C'est ce qui s'oublie lui-même. Donc le sujet, c'est l'élision entre deux signifiants. Le sujet saute, il n'y a rien là, et pourtant il y a quelque chose qui est ce rien, parce que le sujet, comme il est toujours dans une oscillation et une aphanésis permanente entre sa face réelle et sa face imaginaire, c'est comme s'il n'y était pas, et cependant il compte. Vous vous souvenez que quand nous avons parlé du signifiant, nous avons dit que le signifiant, c'était pas la trace de pas de vendredi qui restait sur le sable qui faisait le signifiant. C'était le fait que cette trace puisse être effacée et qu'elle fonctionne. C'est ça qui fait qu'elle n'est plus là et elle fonctionne comme signifiant. Donc vous avez là cette notion de sujet qui est propre à la psychanalyse et qui se retrouve bien sûr dans quelque chose de très courant et de très commun qui prêterait à sourire si ce n'était son caractère sacré. Mais justement, entre le sacré, ce qu'il y a de plus élevé au monde, et la rigolade, très souvent, il n'y a qu'un pas. Et là, par exemple, je vais vous le dire tout de suite, eh bien, c'est la notion de rite. C'est-à-dire que le réel, comme disait Einstein, c'est ce qui fonctionne même si nous, on n'est pas là. Donc la Lune qui reste à la même place, même si je ne la regarde pas. Eh bien, les saisons fonctionnent comme ça. Ce qui n'empêche que les humains, de tout temps, ont mis en place des cérémonies religieuses, de rites, d'accompagnement des changements des saisons, pour réintroduire cette notion de sujet qui n'est pas là, mais qui est là puisque eux sont là. Donc ça les concerne, mais le sujet a été élidé. Et donc là, vous avez vraiment le rapport du sujet au langage, en tant que ce langage, il a toujours une face qui nous est définitivement inaccessible. Cette face-là, c'est bien sûr la face obscure de la jouissance, celle qui est notre propre mort. Nous avons là donc une certaine manière d'appréhender pour nous la naissance du sujet qui, on le voit, n'a rien à voir avec la notion de moi, hein, qui est une forme identificatoire et qui au départ vient pour stopper un excès, donc ralentir l'excès d'une jouissance de telle manière que le système ne s'emballe pas trop. Et ensuite, comme il est produit par une identification, c'est de s'identifier à l'autre dont on ne sait pas ce qu'il veut, et la meilleure manière de s'imaginer savoir ce qu'il veut, c'est de s'identifier à lui, de se faire comme lui. C'est pour ça que le moi n'est en nous la somme de nos différentes identifications. Donc c'est un autre, le moi. Alors que le sujet, il est celui qui nous représente dans le système signifiant. Nous voyons là très bien l'écart qu'il y a entre le moi et non seulement
le jeu, mais le sujet en tant qu'il est celui qui dit jeu, mais qui ne se confond pas dans ce jeu, parce que à peine le jeu est-il prononcé qu'il chute dans sa dimension grammaticale, et donc il perd sa dimension logique d'être quelque chose qui vient entre deux signifiants qui le déterminent, puisque il le représente. Le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Donc voilà où nous amène cette notion de jouissance, de paradoxe de la jouissance, qui est de nous faire entrevoir justement cet au-delà du principe de plaisir et de réalité, qui n'est rien d'autre qu'une articulation signifiante pour nous, puisque nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. Mais c'est déjà pas mal d'arriver jusque-là, parce que si nous arrivons à concevoir cet au-delà comme une articulation signifiante, et que cette mémoire qui fonctionne en elle-même, on n'y accède pas bien sûr, mais pour nous qui fonctionne comme une articulation signifiante, nous faisons avec un peu plus de réel que de nous imaginer être tous le centre d'un monde. Puisque quand nous sommes là dans cette espèce de dérive sans fin du discours courant de placer chaque personne comme étant le centre absolu d'un monde, eh bien nous sommes dans le néant en permanence, dans le déni du réel, et donc de ce fait exposé au coût du réel, puisqu'il n'y a aucune possibilité d'anticiper le moindre réel de ce qui peut nous arriver dans notre vie, étant donné que nous sommes perdus dans un mode illusoire d'être pris dans le mouvement d'un principe de plaisir et principe de réalité qui font de nous une sorte de centre, alors que le centre n'est pas là. Il est au-delà, il est par-delà. Notre centre est excentré. C'est-à-dire nous sommes référents d'un centre qui n'est pas à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui est au-delà de nous-mêmes. C'est pour ça que l'inconscient ne se donne pas par l'exploration des profondeurs. Voilà pourquoi Freud concède à Jung que lui est l'inventeur d'une certaine psychologie des profondeurs, mais que l'inconscient, ce n'est pas ça. L'inconscient, il se donne justement par l'accès à la surface et non pas à la profondeur, à la surface des signifiants eux-mêmes qui se renvoient des effets de sujets dont nous sommes, nous, référents, en tant que nous sommes prioritairement pris dans ce langage-là. Alors Lacan dit quelque chose d'absolument extraordinaire pour dénoncer notre manière de fonctionner de travers. Je crois qu'ici, il est impossible que nous ne mettions pas en évidence ce qui est trop peu articulé dans la conception freudienne elle-même. C'est à savoir que cette réalité n'est pas simplement le corrélatif dialectique du principe de plaisir. Plus exactement, il n'est pas simplement lié à lui par ce rapport chez beaucoup d'auteurs non dialectique, mais consiste en ceci que la réalité ne serait là que pour nous faire nous buter le front contre les voies fausses où nous engage le fonctionnement du principe du plaisir. Nous faisons de la réalité avec du plaisir. Cette notion est essentielle. Tout ça parce que dans le rapport du principe de plaisir au principe de réalité, le principe de réalité n'est pas seulement là pour nous faire cogner le front contre l'impossible d'un plaisir porté jusqu'à la jouissance, mais il est le corrélatif du principe de plaisir dans la mesure où nous faisons de la réalité avec du plaisir. Et donc nous restons pris dans cette zone-là, alors que le désir nous travaille en tant que subversion pour nous faire passer au-delà. Et comme je vous l'ai montré la dernière fois, il s'agit de se situer dans cet au-delà du principe de plaisir et principe de réalité pour séjourner auprès du négatif sans y tomber. Puisque la force d'abstraction létale de la pulsion
de la jouissance en tant qu'elle signifierait notre mort, il y a la chose là derrière qui est impossible pour nous, eh bien, il s'agit de s'en approcher pour se tenir sur cette frontière-là, qui peut correspondre justement dans les auteurs un peu plus philosophiques comme bien sûr Hegel, parce que c'est lui qui est le promoteur de cette idée de séjourner près du négatif, donc de se situer sur cette frontière. Mais on retrouve ça aussi chez Heidegger et bien sûr chez Ernst Jünger, où c'est au bord de cette frontière qui est celle de la folie ou de la mort, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une vérité qui fait la médiation donc avec le réel, hein, puisque entre nous et le réel il y a la vérité, et qui nous permet de nous tenir là dans une position qui déborde celle de notre petit système, disons, socio-symbolique, c'est-à-dire qui est juste ce qui est valorisé par le social, en tant que dans le social, vous n'êtes juste qu'un élément du social, un individu. Hein. Il y a une phrase dans l'adieu au langage de Godard, il demande, quelqu'un demande à sa femme, et votre mari il fait quoi? Oh, il est dans l'événementiel. Il est dans l'événementiel, c'est juste un individu. C'est-à-dire que c'est une partie du système. Donc, je vous rappelle que si la psychanalyse n'a pas de vocation à être individualiste, c'est pas pour tomber dans les raies des identifications moïques qui sont l'équivalent d'être une place sociale. Hein. On peut dire qu'aujourd'hui, la réussite ramenée aux critères seuls de l'époque, de notre société, est une forme pathétique de l'échec. On le voit chaque jour. Donc, il s'agit pour nous de ne pas être dans une éthique qui soit individualiste, parce que ça ne l'est pas du tout la psychanalyse, du fait qu'il y a une considération de l'autre comme un a priori, et que nous sommes convoqués à nous tenir avec le réel auprès du négatif. Et de ce fait-là, donc, aujourd'hui, ce qui qualifie pour nous une sorte disons, de pôle antagoniste de l'individualisme forcené, c'est pas l'intégration sociale, c'est le fait de pouvoir se situer comme un représentant de l'espèce humaine. Donc là où nous faisons corps avec l'autre, d'une certaine manière, bien que l'expression faire corps est un peu abusive en l'occurrence, c'est justement, à moins de parler de corps du texte, bien sûr, ce qui est une acception tout à fait reconnue dans le cadre de la typographie, eh bien, nous sommes censés faire avec l'autre, avec un grand A, en tant que lui-même, il est le corrélatif de ce réel-là qui n'est accessible pour nous que sous l'angle du signifiant et de rien d'autre. Les obtus disent maintenant qu'il s'agit là du préconscient. C'est justement dans la fonction de ce qui le tourmente, ce préconscient, de ce qui fait sa sensation à lui. Freud le formule en ces termes, que le préconscient rencontre des maux dont il n'a pas le contrôle. D'où lui viennent-ils? Précisément de l'inconscient, où il gîte comme refoulé. Que ces mots ne soient pas à la dérive, c'est-à-dire que leur dérive ne relève que d'une loi des mots, d'une logique radicale que je tente d'établir, voilà qui va à une révision totale de tout ce qui a pu se penser jusqu'ici de la pensée. Disons que la pensée ne peut plus être le sujet au sens légué par la philosophie, à savoir la fonction de la conscience, telle qu'elle devient dans l'idéologie évolutionniste aussi bien que dans l'idéalisme existentialiste, en deux sens d'ailleurs impossibles à conjoindre, la raison d'être du monde.
Il n'y a rien à faire contre l'évolutionnisme. L'homme continuera à se croire la fleur de la création. C'est la croyance fondamentale de ce qui le constitue comme être religieux. De même qu'il fallait que la fièvre existentialiste couvrît un moment celui de l'après-dernière guerre, où la conscience de tous et de chacun n'avait pas très bonne mine. Toute une jeunesse a supporté son loisir forcé de se sentir fortement en situation. C'est une forme de la prière. La cabale des dévots n'est pas là où la dénoncent ceux qui parlent d'humeur, c'est-à-dire à tort et à travers. Donc, revenons un peu là où nous amène justement l'aventure freudienne, qui s'aventure jusqu'à cette notion-là. Donc, au-delà de ce qu'amène Hegel, parce que il le lie, lui, non pas à une forme d'objectivation d'un certain savoir, comme on peut s'imaginer en quoi consiste la Wissenschaft. Ce n'est pas tout à fait ça, la Wissenschaft, parce qu'il est question du sujet chez Hegel, bien sûr. Mais ce n'est pour autant pas encore le sujet de l'inconscient tel que Freud le découvre dans l'Entwurf. Donc là où il nous amène, c'est à un point où il y a quelque chose là d'infranchissable. Et il amène cependant, par son travail, la possibilité pour le sujet de se véhiculer lui-même jusqu'à ce point-là. Ce point-là d'infranchissabilité qui est le point limite, c'est là bien sûr où il nous faut retrouver cette notion de pulsion de mort, puisque il y a là l'enjeu de la vie du sujet qui est posé comme non plus une survie sans foi ni loi, mais la possibilité pour la vie d'être un sous-ensemble de la mort elle-même, puisque au fond, dans cet au-delà où il risque son anéantissement, s'il se maintient sur cette possibilité-là, c'est parce qu'il a aussi la possibilité qui est inscrite dans la pulsion de mort. Et là, il y a un passage très intéressant à dévoiler, c'est celui donc noté par Lacan de reprendre la thèse de Pie VI chez Sade, qui est de considérer qu'il y a une certaine logique à l'œuvre, où Sade, bien sûr, reprend, par rapport à l'intuition qu'on a déjà explorée ici de Luther, comme quoi le mal est la matrice formelle du bien. Et donc le mal est toujours premier. Et donc lui, il va jusqu'à Sade réinscrire les pires penchants, les pires tendances de l'homme à la destruction, pour expliquer qu'effectivement, il y a d'une certaine manière la possibilité de servir la nature elle-même en anéantissant tout. Et que cette puissance d'anéantissement de l'homme, s'il s'en empare, mais il s'en empare pas vraiment, parce que il faudrait qu'il, non seulement comme dans Sade, les hommes aillent jusqu'aux crimes les plus horribles, mais jusqu'à la mort, après la mort, c'est-à-dire effacer même toute trace de ce qui aura pu avoir lieu, à la fois comme vie, comme mort, et comme souvenir de cette mort. Donc, et paradoxalement, c'est le fait de recommencer à zéro, c'est-à-dire ce que les Anglais appellent, les anglophones en tout cas, from scratch, que les Latins appellent tabula rasa, et que nous retrouvons dans la pulsion de mort comme servant au fond, la nature, de reprendre la création à zéro. C'est pour ça. C'est plus intelligent les matérialistes. Voir à Sade, au milieu bien clair de ce qui est la visée de la mort, fallait nullement l'inanimer. Lisez les propos de Saint-Fond vers le milieu de Juliette, et vous verrez ce qu'il s'agit. Il dit que la mort ne constitue rien d'autre que la collaboration
jouissance de suite peut bien aussi appeler nature, dont il est évident à tout le contexte qu'il s'agit de la jouissance de quoi? D'un être unique qui n'a qu'à dire « je suis ce que je suis ». Ceci, pourquoi donc? Comment le sent-il si bien là, de tout ceci qu'en apparence il est adulte, et qu'il refuse d'être ce qu'il est? Est-ce qu'il énonce ce qu'il est? Un père, c'est un père furieux. Un être donné à la nature, dans son opération meurtrière de toujours honnête et forme, qu'est-ce qu'il fait? Sinon voir son impuissance à être autre chose que l'instrument de cette jouissance divine. Parce que la nature est encombrée elle-même par ses propres créations, qui, dans la profusion des formes créées, s'encombre elle-même dans la possibilité de suivre une sorte d'intentionnalité qui serait présente dans la mémoire dont je vous parlais tout à l'heure, et n'étant pas atteignable, c'est-à-dire tout le temps revenant, se butant dans ces obstacles, des formes qui sont toutes déjà là, et le sujet lui-même a cette possibilité-là, bien sûr, de, après avoir essayé, comme dit Beckett, essayer, rater encore, rater mieux, etc., de tout balayer et de reprendre à zéro. Ça, c'est la pulsion de mort, et ça donne le paradoxe des paradoxes qu'on ne trouve que chez Lacan. C'est effectivement la pensée créationniste, c'est-à-dire la sublimation que représente la pulsion de mort en tant qu'elle est capable de ressurgir là comme une possibilité toujours nouvelle de la vie, comme justement Justine qui, dans son corps de jouissance, n'est jamais atteinte, jamais altérée dans quoi que ce soit, mais renaît toujours neuve, toujours pleine de toutes ces possibilités. Eh bien, cette pulsion de mort, en tant qu'elle est une sublimation, appelle la pensée créationniste, justement. Et Lacan nous met bien en garde. Il nous dit, méfiez-vous de la pensée qu'on dit évolutionniste, parce qu'elle semble se passer de l'idée d'un créateur qui serait une personne, mais de fait, il est présent partout, puisqu'elle ne l'aborde jamais. Tandis que la pensée créationniste, en quoi consiste justement la fondation religieuse, en tant qu'elle permet, comme dit Freud, de plus ou moins arriver à moduler et modérer la névrose au plan collectif, eh bien, cette pensée-là, elle est créationniste. Et cette création ex nihilo est liée à la possibilité pour le sujet de se saisir de sa propre destinée et d'aller le plus loin possible dans les signifiants qui le déterminent en tant que sujet, parce que justement il est susceptible de pouvoir recommencer quelque chose de l'ordre de cette expérience-là et de ne pas perdre son élan, son énergie, dans la mesure où il se crée lui-même en tant que sujet, il se recrée lui-même en tant que sujet dans le système symbolique à sa disposition, et il reprend justement ce qui est de l'ordre d'une détermination généalogique, parce que vous savez, c'est un thème qui m'est cher, c'est-à-dire que la transmission en psychanalyse n'est pas génétique, elle est d'ordre généalogique. C'est-à-dire que le fait que cette mémoire-là soit une articulation signifiante fait que chez les Grecs anciens, il n'était pas du tout problématique, enfin au sens où on l'entend aujourd'hui bien sûr, mais disons, on ne se sentait pas révolté parce que si notre grand-père avait insulté un dieu, nous étions redevables de la dette qu'il y avait de ce grand-père. Et effectivement, c'est toujours le cas, sauf qu'aujourd'hui, l'idéologie vous fait croire tellement que vous êtes tous des petits dieux au sein de votre petit monde, au point où vous pouvez choisir votre sexe, votre prénom et tous ces trucs-là. C'est tellement débile et délirant, et surtout hors du réel, que vous ne pouvez plus envisager que la transmission qui se fait est d'ordre généalogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, j'ai un petit scénario à vous proposer là, qui m'a été raconté aujourd'hui, justement, où un ami m'a raconté l'histoire
donc, je ne sais plus si c'est un film ou un roman, mais d'un adolescent, enfin disons un jeune adulte, qui cherchait à tout prix son autonomie et à pouvoir vivre en dehors de ses parents, etc. Et puis, un beau jour, il n'est pas très âgé, il est très jeune, et il appelle sa mère, et il lui dit « il faut absolument que je te parle, il s'est passé quelque chose, etc. » Et donc, il se retrouve à parler avec sa mère, et il lui dit qu'il a violé sa petite amie. Et il est effondré de ça, mais il ne sait pas quoi faire, sauf lui parler, parce qu'il ne sait pas d'où lui est venue cette chose-là. Et là, la mère lui avoue qu'elle-même avait été violée, et qu'il est le fruit de ce viol. Là, vous avez une transmission d'inconscient à inconscient. Ce qui se transmet, c'est les bouts d'histoire qui sont oubliés, qui ne se disent pas, et donc qui reparaissent dans le réel, ce qui montre que la mémoire dont il est question pousse le sujet à aller vers cet au-delà du principe de plaisir et à se confronter à son réel pour se saisir d'un destin qui le signifierait, lui, dans, bien sûr, le cadre de cette altérité dont on ne vient jamais à bout, parce que le grand autre, bien sûr, nous n'en aurons jamais fini avec le grand autre. Comme disait Daline, essayez de viser la perfection, parce que de toute façon, vous n'y arriverez jamais. Donc, d'une certaine manière, on essaie de creuser ce rapport à l'autre par le système symbolique, par l'accès à la parole, mais nous ne viendrons jamais au bout de l'autre avec un grand A, ni de son savoir, ni de sa vérité.